Média, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce journal. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, les inscriptions ouvertes à compter du lundi 24 mars. Pour cette édition 2025, 450 pèlerins seront convoyés en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes. Le pèlerinage, lui, est prévu du 22 août au 11 septembre prochain. Situation politique délétère, arrestation tous azimuts entre autres. Le FDR vilipende le pouvoir en place devant le khalife général des Mourides. À Touba, le Front pour la défense de la démocratie et de la République peint un tableau sombre de l'an 1 du président Diomaye Faye. En novembre 2023, l'hôpital militaire de Ouakam réalisait la toute première expérience de transplantation rénale de l'histoire du Sénégal sur un patient. Depuis, aucune nouvelle opération. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle greffe? Sokhna Nata Mbaye a rencontré l'équipe qui avait réalisé la prouesse et qui cherche aujourd'hui par tous les moyens à reprendre les opérations. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Tout d'abord, du football. Le Sénégal est tenu en échec par le Soudan à la mi-temps. 0 but partout et pour cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sachez également que le Togo à domicile concède le nul, 2 buts partout face à la Mauritanie. Les éperviers du Togo étaient même menés au score par les Mourabitoun avant d'égaliser à la 69e minute. Un partage des points qui n'arrange aucune des deux sélections dans ce groupe B. Je vous le disais en titre, le pèlerinage annuel au lieu saint de la chrétienté se prépare. Le comité interdiocésain du pèlerinage catholique a fait face à la presse ce matin à la pouponnière des sœurs franciscaines de Dakar. L'édition de cette année est placée sous le sceau de l'espérance. 450 pèlerins seront convoyés en Terre Sainte, à Rome et à Lourdes. Écoutons à ce propos son Excellence Monseigneur Paul Abel Maba. Il est l'évêque de Tambacounda et il est également le président du Simpex. Ces propos sont recueillis par Amadouba. Le Simpex est heureux par conséquent avec le soutien de l'État, premier et principal partenaire de l'Église catholique au Sénégal, mais aussi avec la collaboration des chancelleries partenaires et de nos collaborateurs au sein du Simpex, d'offrir la possibilité cette année à 450 fidèles chrétiens de faire cette démarche jubilaire en terre sainte d'Israël et de Palestine, à Rome en Italie et sur les tombes des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, colonnes de l'Église, et pour finir à Lourdes, au pied de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Les inscriptions vont démarrer ce lundi 24 mars 2025 et se poursuivront au prorata des places disponibles au prix de 3 500 000. Les dispositions classiques seront également prises avec notre partenaire Vered, l'agence israélienne qui a gagné le marché au titre de l'année 2025. Je souhaite, au nom des évêques du Sénégal, au nom de mes collaborateurs du Simpex, à cette étape de préparation, redire notre profonde gratitude à notre pays pour le soutien constant apporté à l'organisation de chaque édition du pèlerinage catholique. Et oui, le pèlerinage catholique, sachez donc que les inscriptions sont ouvertes à partir
du lundi 24 mars. Situation politique délétère, arrestation tous azimuts et persécution de l'opposition. Le FDR vilipende le pouvoir de Diomaye et Sonko devant le khalife général des Mourides. Mamadou Diagne Fada, porte-parole du jour, peint un tableau sombre de l'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République entend saisir tous les foyers religieux pour mettre un terme à cette situation. Mamadou Diagne Fada, le porte-parole du jour du FDR au micro de Papa Balagay. Le pays fait de bruit et de commérage sur des sujets qui sont loin d'intéresser le pays. Et en tant que regroupement de l'opposition, tenant aussi beaucoup sur la paix civile dans ce pays, nous avons tenu à informer le chef religieux qui nous a rassurés sur sa posture de défendre l'intérêt du Sénégal. Je pense que vous l'avez suivi avec nous. J'ai souvent été reçu par le khalife général, mais le discours que j'ai entendu aujourd'hui, je l'ai rarement entendu. Nous avons un plan d'action que nous sommes en train de dérouler. Et le premier élément, ça a été de venir le voir. Nous avons prévu de faire une grande manifestation publique après le Ramadan, bien entendu. Nous sommes en train de prendre des dispositions au niveau du front pour réussir la mobilisation et réussir aussi l'organisation. Il n'y a pas de bilan, je pense qu'eux-mêmes ils n'ont pas de bilan. Alors comme eux ils n'ont pas de bilan, mais nous comment nous pouvons avoir de bilan? Il n'y a aucun acte concret posé, il n'y a aucune pierre posée, il n'y a aucune décision importante pour régler le problème des jeunes, pour régler le problème des femmes, pour régler le coût de la vie. Il n'y a rien. On peut pour le moment rien dire. Sinon, 1 an de pouvoir, 0 bilan. Menace sur la cohésion sociale, le mouvement Solution by Spirituality dénonce les discours haineux, les dérives verbales et la désinformation. Ses membres qui ont fait face à la presse estiment que la plaie à l'origine de la division profonde n'est pas encore guérie. Ils prônent le dialogue et la tolérance pour rétablir le climat de confiance et surmonter ces épreuves. Al-Hassan Ba et Yaya Diallo nous en disent plus. Une sortie motivée par la situation actuelle que traverse le pays. Le mouvement Solution by Spirituality dit observer avec préoccupation la prolifération de discours haineux, de dérives verbales et de la désinformation. Ces comportements irresponsables menacent notre cohésion sociale et freinent les efforts que nous devons collectivement consentir pour bâtir un avenir prospère et harmonieux pour les générations futures. Dans ce contexte alarmant, nous dénonçons fermement l'emprise des querelles politiciennes stériles sur le débat public, qui détournent gravement l'attention des véritables enjeux de notre développement économique, social et spirituel. Ces polémiques incessantes et contre-productives menacent l'unité et la stabilité de notre nation. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler que nous sommes les héritiers d'une nation bâtie sur des valeurs fortes. Fidèle à son engagement en faveur de l'éducation spirituelle, SBS reste convaincu que seule une approche spirituellement éclairée pourra nous guider vers une solution aux divisions actuelles. Ainsi, l'éducation spirituelle fondée sur l'éveil des consciences, le respect mutuel et la tolérance constitue un puissant levier pour restaurer la cohésion sociale, guérir nos fractures internes et rétablir la confiance entre tous les acteurs de notre société. Nous lançons un appel solennel et urgent à toutes les forces vives du Sénégal, acteurs politiques, leaders religieux et traditionnels, sociétés civiles et engagées, afin de privilégier un dialogue sincère, constructif et spirituellement éclairé. Ce face-à-face avec la presse est aussi une occasion pour SBS d'aborder les actualités liées à la loi d'amnistie, au bilan des 1 an du régime Diomaye, entre autres. Soucieux de la paix, de la stabilité, du développement du pays, le président fondateur a formulé quelques recommandations à l'endroit des autorités étatiques. Nous invitons les autorités étatiques à se souvenir à chaque instant de tous ces jeunes qui ont perdu la vie pour qu'elles accèdent au pouvoir. Nous leur invitons à tuer leur ego et à tout faire pour ne pas trahir l'espoir porté sur elles. Nous leur invitons à lutter fermement contre la corruption, les détournements, entre autres. Selon Solution by Spirituality, nous avons tous le devoir de nous unir au-delà de nos différences afin de rétablir un climat de confiance.
Alassane Ba, autre temps fort de l'actualité de ce samedi avec ces deux programmes majeurs pour la promotion de l'économie sociale et solidaire qui viennent d'être lancés par le Premier ministre Ousmane Sonko à Koupentoum, c'est dans la région de Tambacounda. Il s'agit d'abord du Progress qui va aider à structurer et appuyer techniquement les acteurs. Ensuite, le deuxième programme concerne les coopératives productives solidaires pour une création massive d'emplois et de richesse. Nous écoutons à ce propos le Premier ministre Ousmane Sonko. Il est interrogé par Mamadou Diouf. Ce programme dont la vocation est la transformation inclusive va ainsi favoriser la création d'un écosystème propice au développement des micros, des petites ainsi que des moyennes entreprises. Dès lors, le progrès va permettre aux acteurs du circuit social et solidaire d'accéder durablement à des emplois décents, au marché et au financement dans le but d'inscrire les activités dans la durée. C'est pourquoi le programme a pour cible les groupements de femmes, les GIE agricoles, les services, les exploitations familiales, les associations, les mutuelles, les sociétés coopératives et les entreprises sociales. Le deuxième point de mon propos, mesdames, messieurs, concerne les coopératives productives solidaires, dont la mise en place sera accompagnée d'un package d'appui pour la structuration en leur permettant de bénéficier d'agréments d'acteurs d'entreprises sociales et solidaires. La professionnalisation et la labellisation avec le concours des ministères en charge de la formation professionnelle, de la famille, de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'industrie et du commerce. Le package comprend la mise en réseau et la pérennisation à travers les 4 boutiques de l'ESS, sources technologiques, Uniproduction et Témoin, l'appui au financement géré par le Pacte pour l'inclusion financière universelle. De même que l'appui en matériel d'exploitation qui aura le mérite de favoriser les performances techniques des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Enfin, le package d'accompagnement comprend la mise en place d'un fonds de mutualisation solidaire pour contribuer à l'allègement des contraintes sociales des acteurs de l'économie sociale et solidaire et à l'organisation des achats groupés à travers un système de centrales d'achat qui sera à moyen de contourner les spéculations et de stabiliser les prix. Le ministre de l'Urbanisme, Moussa Balla Fofana, a lancé également un programme de 500 000 logements sociaux, une manière de faciliter l'accès au logement à tous les Sénégalais, des maisons de qualité à moins de 16 millions de francs CFA. Le ministre a visité les villas témoins dans la commune de Fandène. C'est sur la route de Mont-Roland. Cheikh Anta Diop. Le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales veut faciliter l'accès au logement à tous les Sénégalais, conformément aux vœux du chef de l'État. Un programme de plus de 500 000 logements est lancé. Programme qui vise à résorber le déficit de logement pour une période de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, les Sénégalais donnent 54% de leurs revenus pour payer de loyer, alors que normalement, ça devrait être 30%. Donc si nous avons des champions comme cela, si nous en avons une centaine, bientôt, ce déficit qui aujourd'hui rend la situation compliquée va pouvoir être réglé. C'est dans la commune de Fandène qu'il a trouvé le prototype de logement qui répond le mieux aux besoins exprimés. Il se trouve que ce promoteur reprend exactement ce modèle. Et il est l'exemple vivant de ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, les villas que nous avons visitées coûtent moins de 16 millions. Et la qualité est là. Voilà la preuve que c'est possible. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il est sur une projection de quasiment 20 000 logements sur une période de 10 ans. Le promoteur trouvé sur le site s'engage à construire plus de 4 000 logements sociaux accessibles à toutes les bourses. On a un programme sur ce site-là de au minimum 1500. Et pour les appartements, on doit réaliser à peu près 4 000. En marge de la réunion de partage sur le pôle territoire, le ministre a effectué le déplacement dans la commune de Fandène pour visiter ce programme de logements sociaux initié par l'État. Cheikh Anta Diop, plus de 40 000 hectares de riz en souffrance dans le département de Dagana. Les producteurs montent au créneau et décrient le comportement des nouvelles autorités du pays qui, disent-ils, n'accordent aucune importance au secteur agricole. Les producteurs lancent un cri du cœur pour sauver ces milliers d'hectares à cause du manque d'eau. Un sujet signé Ousseynou Diop. Nous
Reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions. Le manque d'eau, la divagation des animaux, l'enclavement et l'absence de magasins de stockage sont entre autres difficultés qui gangrènent le travail des producteurs maraîchers de l'arrondissement de Ndorna dans le département de Médina Yoro Foulah. Ces producteurs lancent un appel aux nouvelles autorités. Abdoulaye Diallo. Ayant leur périmètre maraîcher en pleine forêt, les producteurs maraîchers de l'arrondissement de Ndorna rencontrent d'énormes difficultés pour amener leur culture maraîchère jusqu'à maturation. C'est le cas dans ce champ de 6 hectares de piments où l'accès à l'eau est une de leurs principales difficultés. Voilà, les principales difficultés que nous encourons ici, c'est le manque de l'eau. Actuellement, nous sommes en train de tourner avec 600 et quelques mètres cubes jour, mais c'est vraiment peu. Vraiment, c'est l'eau qui est notre problème numéro 1, 2, 3. Et quatrième problème, c'est le problème de clôture. La divagation des bêtes. Quatrième numéro 4, c'est l'accès. Nous avons 6 hectares de piments. La variété Bixen, la variété Bigualo, la variété Bombardier Plus, Sophia et Bala. Ce champ est un vivier pour l'emploi des jeunes et des femmes de la zone. Présentement, j'ai 18 permanents qui sont assis là-bas. Les journaliers, nous utilisons entre 175 à 300 chaque récolte. Ça nous arrive de récolter en moyenne entre 7 à 8 tonnes la semaine, à raison de 200 à 250 sacs par récolte x 3. C'est pourquoi il lance un cri du cœur aux autorités. Nous avons besoin de cette aide parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui sont sur nos épaules. Chaque matin, à 6h du matin, vous allez voir presque 50-60 charrettes qui viennent ici. Et tous, ils demandent du travail. Cet appel a été entendu par le Proval CV et la Direction régionale du développement rural de Kolda qui étaient sur les lieux pour une visite d'identification de porteurs de projets. La majeure partie de la production horticole, ça nous venait de la zone des Niayes. Et si on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça au niveau de Kolda, il faut les accompagner sincèrement. C'est que le projet Proval CV, dans ce qu'on fait, on accompagne les entrepreneurs agricoles. Ce sont ces genres de cas qu'on cherche, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'activité. Avec tous les obstacles qu'il a défiés, il a pu installer un périmètre de 6 hectares valorisé à 100% de piment et sur un potentiel de 15 hectares. Donc c'est quelqu'un que le projet quand même compte accompagner. Ces jeunes qui ont choisi l'agriculture comme passion comptent jouer leur partition dans la sécurité alimentaire des populations du Sénégal. À présent, le document du jour avec une question qui taraude les esprits au Sénégal. Pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle greffe rénale depuis les premières en novembre 2023? L'équipe qui a réalisé cette première avec à sa tête le professeur Babacar Diao, directeur de l'hôpital militaire de Ouakam, cherche par tous les moyens à reprendre les opérations et cela ne devrait plus tarder. Le chef du département de chirurgie et spécialité chirurgicale de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD revient dans ce reportage sur le processus qui mène à une transplantation rénale. Un document signé Sornana Tambay. Lui, c'est le ou l'un des visages de la transplantation rénale au Sénégal. Médecin-colonel Babacar Diao, professeur titulaire des universités, chirurgien, urologue, andrologue. En novembre 2023, les toutes premières greffes sont réalisées à l'hôpital militaire de Ouakam, à Dakar. Pour autant, le professeur Diao refuse de parler d'exploit. C'est un retard que le Sénégal avait accusé. Depuis plusieurs années, le professeur Bayassène Diagne et son équipe ont travaillé pour la réalisation de cette première greffe au Sénégal, mais il y avait beaucoup de blocages. Je pense que si on a pu le faire, c'est parce que l'organisation a été réalisée dans un hôpital militaire. Ça nous a permis de contourner beaucoup de blocages dans le système où c'est vraiment difficile. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, mais je pense que c'est parce que nous sommes un hôpital militaire, parce que nous avons obtenu l'agrément, quand les conditions sont réunies, nous avons respecté les lois et règlements de ce pays. Nous avons pris la responsabilité, bien sûr, en rendant compte à nos autorités pour faire ces premières greffes. La transplantation est l'aboutissement d'un long processus. Le Sénégal a tenu à faire des textes qui encadrent tout cela. Pour éviter tout ce qui est trafic d'organes, c'est pour ça, ce qui est autorisé pour le moment, c'est que la transplantation ne peut se faire que dans un hôpital public et le donneur est un donneur vivant apparenté. Il y a une enquête qui se fait. Le couple est même reçu par un juge et doit apporter les preuves de ce lien de parenté et le juge vérifie en plus de ça
l'inexistence quand même de pression sur celui qui donne son rein. L'opération est assez coûteuse et l'armée a supporté tous les frais médicaux. Pour l'instant, aucune structure ou aucune politique de l'État ne peut prendre en charge une greffe de rein. Depuis novembre 2023, pas de nouvelles opérations. Mais le professeur Diao et son équipe travaillent d'arrache-pied pour une reprise. C'est rien que le médicament qu'on administre avant l'intervention et pour casser carrément l'immunité de celui qui reçoit le rein, ce médicament coûte 8 millions. 8 millions par malade. Donc, si vous pouvez évaluer le coût de la greffe à environ 15 millions pour le couple, parce qu'il faut les préparer, donc vous voyez que c'est coûteux. Mais bon, Dieu merci, l'armée a pu aider en tout cas à contourner ces difficultés-là et à permettre au Sénégal, en tout cas, d'acquérir cette souveraineté concernant la transplantation rénale. Mais comment se passe une transplantation rénale? Un acte moins compliqué qu'une opération de la prostate, par exemple, mais qui se fait avec minutie. Le jour J, il faut le moins de monde possible dans le bloc opératoire. C'est ce qui fait que seuls les chirurgiens et les anesthésistes sont au bloc opératoire. Les chirurgiens, c'est les urologues, chirurgiens vasculaires, et plus les anesthésistes, il n'y a que eux qui sont au bloc opératoire. Quand ils terminent l'intervention, les urologues vont se retirer du bloc opératoire, tous les chirurgiens se retirent, les anesthésistes gardent leur malade jusqu'au réveil. Quand le malade est bien réveillé, maintenant, le relais, les néphrologues prennent le relais pour le suivi. Le donneur et le receveur sont opérés en même temps, dans deux salles qui font face ici dans notre bloc opératoire. L'équipe qui prélève commence son intervention. L'équipe qui fait la greffe prépare le lit, là où se fera la greffe, les vaisseaux, et la vessie où on va réimplanter l'urtère. Et dès que le prélèvement est fait, le rein est d'abord nettoyé dans la salle où il est prélevé, parce qu'il faut nettoyer tout ce qui est sang du donneur qui était dans le rein avant de passer dans l'autre salle pour la greffe. Le directeur de l'hôpital militaire de Ouakam espère voir d'autres structures sanitaires commencer à greffer. Les ressources humaines sont là. Je sais que l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, ils sont très en avance dans ce domaine. Ils ont même envoyé une équipe ici. La coordonnatrice de la transplantation a séjourné même à l'hôpital militaire de Ouakam pour un stage d'imprégnation. Et je pense que d'autres hôpitaux vont s'y mettre. C'est d'ailleurs une occasion de parler d'une autre première au Sénégal. Je félicite ma collègue professeur Farsa Mandiaye pour son investissement, son engagement. Je pense que si on a pu faire une greffe de moelle osseuse au Sénégal, c'est parce qu'elle s'est donnée à fond pour que ça puisse se faire. Et je pense que tous les collègues devront faire de même dans leur domaine. Un grand espoir pour les insuffisants rénaux. Si l'État se donne tous les moyens nécessaires, beaucoup de malades pourront se faire greffer. Et cela réduira considérablement le nombre de dialysés. Ce qui est important, ce n'est pas de dire nous sommes les premiers à avoir transplanté et puis l'activité s'arrête. Ça n'a aucun sens, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est de pérenniser le programme de transplantation. Moi, je considère la dialyse comme un bouée de sauvetage, un naufragé qui s'accroche à un bouée de sauvetage et qui attend. Voilà, il peut faire des heures sans voir la terre ferme. Alors que la transplantation, c'est un navire de sauvetage qui vient vous prendre. Un document réalisé par Sornana Tambaye et Diafraba. Voilà, c'était tout pour l'actualité de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.